Bonsoir à tous, bienvenue à notre cours hebdomadaire sur la paracha de la semaine. Et ce soir, Bezat Hashem, nous sommes 18. Voilà, et la paracha de Miketz. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol nihiya bidvaro. Amen. Alors regardez très rapidement, je voudrais poser 3 questions sur cette paracha et répondre une réponse qui répond en fait aux 3 questions en même temps. Comme ça, c'est voilà, c'est plus facile à retenir la réponse. Première question. Dans notre paracha, alors je vous fais un petit résumé, un petit topo de la paracha très rapide. Rappelez-vous, au début de la paracha, Pharaon fait 2 rêves qu'il n'arrive pas à interpréter. Un premier rêve avec d'abord les vaches bien portantes qui sortent du Nil, puis après des vaches moins bien portantes qui sortent également du Nil et qui viennent dévorer les vaches bien portantes. Et il n'arrive pas à comprendre quelle est la signification de ce rêve. Deuxième rêve, les gerbes de blé également, des grosses gerbes de blé bien portantes, et après cela, encore 7 gerbes de blé moins bien portantes qui viennent et qui dévorent les 7 premières gerbes de blé qui étaient bien portantes. Et donc il n'arrive pas, il demande à tous ses conseillers dans le palais, et voilà que personne ne sait répondre à la question de Pharaon, quelle est la signification de ces rêves. Et d'un seul coup, l'un des serviteurs de Pharaon dit « Ah oui, mais moi je connais quelqu'un qui était avec nous en prison et il a su résoudre nos rêves. » Alors, il dit « Ah bon ?» Il dit « Oui, je rappelle mes fautes, vous m'aviez jeté en prison, votre honneur, monseigneur. » Et donc, en arrivant en prison, moi aussi j'ai fait des rêves, et il y avait cet homme, cet Hébreu, à qui j'ai raconté mes rêves, et il a tout de suite su les résoudre. C'est Joseph. Et il s'appelle Joseph. Alors tout de suite, Pharaon dit, alors amenez-le-moi. Donc tout le monde va en prison, on va le chercher, on le prépare pour qu'il se présente, correctement, qu'il soit présentable devant le roi. Et le roi donc lui raconte ses rêves. Et voilà que Yosef dit, eh bien, il va y avoir, en réalité, la signification de ces rêves, c'est qu'il va y avoir 7 années d'abondance, et après ces 7 années d'abondance, il va y avoir 7 années de famine. Donc, si vous êtes intelligent, votre majesté, eh bien, il faudrait essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir gérer ces 7 années d'abondance pour après pouvoir nourrir tout le monde pendant 7 années de famine. Et là, tout de suite, Pharaon qui dit, il n'y a personne de plus intelligent que celui-là. Hanimtsa kaish hazeh bechol eretz Mitzrayim, est-ce qu'on serait capable de trouver quelqu'un? Il engage, et voilà que en 2 temps, 3 mouvements, Yosef qui était en cabane, jeté en prison, il fait un saut exceptionnel, et ça peut arriver à tout le monde, et il devient le numéro 2 d'Égypte. Et voilà que les 7 années passent, donc bien sûr il va savoir engranger un maximum de récoltes dans les réserves du palais, et voilà que après ces 7 années, eh bien, il vient, en effet, comme Yosef l'avait prédit, il va y avoir 7 années de famine. Et là, la famine, elle va pas être seulement qu'en Égypte, mais elle va être également dans tout le Moyen-Orient et même au-delà. Et donc, qui est-ce qui va être touché de cette famine? Yaakov et ses enfants, en Israël. Donc, rappelez-vous que Yosef, lui, il a été jeté dans le puits par ses frères, et il s'est retrouvé par toutes sortes de raisons, il s'est retrouvé en Égypte. Et maintenant, voilà que Yaakov avec ses enfants, eux aussi, subissent la famine, et ils entendent qu'il y a en Égypte des récoltes, et qu'il faut aller acheter là-bas à manger. Donc, Yaakov envoie une première fois ses 10 enfants, puisque Yosef a disparu,
et il ne veut pas envoyer Binyamin qui est le plus petit. Donc il envoie 10 enfants, sauf Binyamin. Les 10 enfants arrivent, Yosef bien évidemment tout de suite les reconnaît, il se rappelle, comme on l'a dit la semaine dernière, des rêves qu'il avait fait quand il avait 17 ans, et il ne savait pas si c'était une prophétie ou pas, mais là maintenant quand il voit ses frères se présenter devant lui et se prosterner à lui, eh bien il fait tout de suite le rapprochement et il se dit c'est la réalisation des rêves que j'avais fait quand j'étais jeune, et en fait c'était bien une prophétie. Mais il veut absolument que le rêve se réalise entièrement, et il leur dit mais qui êtes-vous? Vous êtes peut-être des espions. Alors ils disent non, nous on n'est pas des espions, on est 11 frères, on était 12 frères, il y en a un qui a disparu, et voilà, et nous on est venus pour chercher de la nourriture. Alors Yosef, il profite de l'occasion, il leur dit mais si vous dites que vous étiez 12 frères, il y en a un qui a disparu, et vous êtes devant moi 10 personnes, ça veut dire qu'il y a encore un frère, il en manque un. A dit ah oui, mais celui-là, il est chez notre père, il ne peut pas descendre. Yosef il dit, tant que vous ne m'amenez pas le petit frère, eh bien, je doute de vous et je pense que vous allez être, je doute que vous soyez des espions, hein? Voilà, ils sont là pour d'autres intentions. Vous êtes là pour d'autres intentions que pour acheter de la nourriture, et donc je ne vous donnerai pas de nourriture tant que vous n'avez pas fait venir votre petit frère. Et en réalité, Yosef, il prépare bien son coup, parce que la fois où Yehuda va faire descendre, il va réussir à faire descendre Binyamin le plus petit, et on va expliquer comment, eh bien là, Yosef va mettre la main dessus, et il ne voudra plus le libérer. Ça, c'est dans la paracha de la semaine prochaine. Première question. Mais les 11 frères, ils savent que c'est Joseph? Non, personne ne sait. Ils n'ont pas reconnu. Non plus, personne ne sait. Il n'y a que lui qui les a reconnus. Alors maintenant, vous allez comprendre. La question, c'est d'abord, première question, qu'est-ce que Yehuda fait avec tous ses frères? Si on regarde la paracha de la semaine dernière, vers la fin de la paracha, eh bien là-bas, il y a écrit que, après l'histoire justement de Yosef, tous les frères ont mis Yehuda, Judas, ils l'ont mis en quarantaine. Ouais. Ils lui ont dit, c'est à cause de toi que Yosef a disparu. Si c'est toi le leader de la famille, si tu nous avais dit de ne pas le jeter dans le puits, on t'aurait écouté, ce que dit Rachi là-bas. Et après, tu nous as forcé à mentir à papa, on lui a fait du mal, on a pris la tunique de Joseph, on l'a trempé dans le sang, on a menti, on a prémédité un meurtre. C'est horrible ce que tu nous as fait faire. C'est à cause de toi. On te met en quarantaine, on ne veut plus parler avec toi. Voilà ce qui est écrit dans la paracha de la semaine dernière. Et d'un seul coup, dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce qu'on voit? Il arrive comme une fleur avec Razak. Bravo Michel. Oui, non, mais c'est normal, c'est parce que le père n'étant pas au courant de tout ça, il envoie ses 10 fils, il ne fait pas de différence. Oui, mais apparemment, c'est vrai, mais apparemment, Yehuda est revenu à la maison. Il est revenu à la maison, il est avec ses frères. Oui. Qu'est-ce qu'il fait à la maison puisqu'il a été mis en quarantaine par ses frères? À quel moment il est revenu? Pourquoi la Torah ne nous donne aucune explication? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Yehuda a été excommunié de la famille et la nouvelle paracha, quand c'est le début de la famine, et d'un seul coup il revient? Il n'y a pas d'explication là-dessus. Donc, à quel moment Yehuda, première question, à quel moment Yehuda s'est-il réconcilié avec ses frères? Et pourquoi? Deuxième question. Quand donc Yehuda avec ses frères arrive à se libérer de Joseph en Égypte, ils arrivent à se libérer de lui parce qu'ils lui promettent qu'ils vont aller chercher leur frère Binyamin, ils vont le ramener pour prouver donc au numéro 2 d'Égypte qu'ils ne sont pas des espions. Et donc ce n'est qu'à cette condition que Yosef accepte de leur donner à manger. Donc ils repartent, et là Yehuda est obligé de faire un coup théâtral. Il dit à son père, papa, je suis obligé de prendre Binyamin, d'amener là-bas pour qu'on puisse avoir à manger. Parce que le numéro 2 d'Égypte, le bras droit du roi, ne veut pas nous vendre à manger tant qu'on n'a pas ramené Binyamin, parce qu'il pense qu'on est des espions. Et Yaakov il dit, mais ça va pas, en aucun cas. J'ai
j'avais que 2 enfants de Rachel, Yosef, qui est le premier fils de Rachel, et Binyamin, qui est le plus jeune, et maintenant, et donc dit, Je ne peux pas prendre le risque de le perdre. je ne peux pas prendre le risque de perdre aussi le deuxième. Et donc dit Yaakov, Shimon eneno, Yosef eneno, ve Shimon eneno, ve Binyamin tikachu, alay yu kulana. Le pasouk très important. Pourquoi c'est un pasouk important? Parce que rappelez-vous, sans faire de politique, il y avait eu à une époque des élections qui étaient tombées en plein, juste la semaine de cette paracha. Et il y a des gens qui ont lu la paracha, ils ont dit, c'est sûr que ça va être Netanyahou qui va remporter. Pourquoi? Parce que le pasouk qui dit, quand les enfants sont venus pour essayer de convaincre leur père Yaakov de laisser Binyamin partir avec eux, Yaakov dit une phrase, Yosef eneno, Yosef n'est plus là, Shimon n'est plus là, et c'était Shimon Peres à l'époque, qui se... Avec l'ancien va du... C'était à l'époque... Non, ben, à l'époque, c'était Shimon Peres qui se présentait face à Netanyahou, qui s'appelait Binyamin Netanyahou. Et donc, Yaakov, il dit, Yosef n'est plus là, Shimon n'est plus là, parce que, ah oui, on a oublié de raconter, Shimon a été pris en gage par Yosef en Égypte. C'est lui qui en garde un. Il en a gardé un pour les pousser à revenir, pour les forcer à revenir. Donc Yaakov dit, Yosef eneno, ve Shimon eneno, Shimon. Donc à l'époque, ils avaient dit Shimon Peres, puis c'était Shimon Peres qui s'était présenté face à Binyamin Netanyahou la semaine de cette paracha. En 1996. Hazak Baruch. Et donc, mais oui, c'était tombé cette paracha, vous pouvez vérifier. Oui, c'est incroyable. Yosef eneno, ve Shimon eneno, ve Binyamin tikachu. C'est Binyamin Netanyahou. Donc, Binyamin tikachu, excellent. Voilà, Madame Selam est avec nous. Elle kiffe. Donc, c'est vrai, c'est pour ça que ils habitaient en Israël. Combien de temps il était pour aller? Ah oui, c'est pas la porte à côté. C'est pas la porte des Lilas avec la porte de la Villette. Ah non, c'est l'autre bout de Paris. Il faut faire tout le tour du périph'. Et je vous raconte pas, avant d'arriver à l'autre bout de Paris, il faut en faire des kilomètres. Il y a du kilométrage. Donc, c'est que le soir même de ces élections-là, on était persuadés de victoire. Et à la fin, au milieu de la nuit, non. Écoutez, on est en direct, ils vont dire que... les chaînes de télé ne voulaient pas accepter que... Voilà, et ils l'ont poussé, le pauvre, ils l'ont poussé, ils l'ont humilié. Il n'est jamais... Et au milieu de la nuit, de 3h du matin jusqu'à 6h du matin, 6h du matin, le Mahapar, ils ont appelé ça pour la deuxième fois après 77, parce que la première révolution, c'était en 77 avec Begin, deuxième révolution, Begin qui était un excellent orateur qui avait dit Atem Tchachachim, et puis voilà, bref, à la Knesset, et tout le monde aimait bien. Bref, donc on revient. On est toujours dans les 3 questions et on termine dans 5 minutes. Donc je vous raconte pas, on est mal barré. Il y a du pain sur la planche. Donc, première question, allez-y. Première question, à quel moment Yehuda s'est-il réconcilié avec ses frères? Deuxième question, donc quand Yehuda veut essayer de convaincre son père de libérer Binyamin pour que d'abord on puisse libérer Shimon qui a été pris en otage et qu'on puisse également acheter à manger. Là, Yaakov lui dit, il n'en est pas question, et Yehuda va prononcer une phrase qui va devenir une phrase historique. Il va dire Anochi e'arvenu miyadi tevakshenu. Anochi e'arvenu, ça veut dire je me porte garant, papa. Tu n'as rien à craindre. Je me porte garant de le ramener. Miyadi tevakshenu. D'abord, il y a Reuven qui essaye de convaincre Yaakov. Il lui dit t'inquiète pas, si jamais je te ramène pas Binyamin, tu peux tuer mes enfants. Tous les commentateurs ils disent mais à quoi ça sert? Le grand-père il veut ni que cela il disparaisse, ni que celui-là il disparaisse. C'est logique. Donc Reuven n'a pas réussi à convaincre Yaakov. Mais Yehuda, lui, oui. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit je m'engage personnellement, je suis garant de ramener Binyamin ici. Ne t'inquiète pas, papa. Et là, il arrive à convaincre Yaakov. Yaakov libère
Binyamin, et les enfants redescendent tous en Égypte, et Quelle famille? Mais il a été Voilà. en quarantaine Yehuda, c'est celui qui se porte C'est- garant, alors, parce juste- qu'on a confiance. C'est bizarre quand même. oh, non, mais c'est par rapport à son père. C'est par rapport à son père. C'est par rapport à son père, voilà. Et troisième question, comment se fait-il que Yehuda soit prêt à se battre dans la paracha de la semaine prochaine, parce qu'à la fin, Yosef, il va dissimuler un verre dans le... il va leur donner à manger, il va libérer tous les enfants. Eux, ils vont être en route vers le retour vers Israël, et sur la route, Yosef va envoyer un envoyé qui va attraper tous les frères et qui va leur dire: Yosef m'a demandé de vous fouiller parce qu'il y a une très belle coupe qui appartient à mon maître qui a disparu. Ils vont ouvrir les sacs et d'un seul coup ils vont trouver la coupe dans le sac de Binyamin que Yosef avait caché dans le sac de Binyamin. Et il avait fait exprès. Et là, Yosef va revenir, il va revenir Yehuda va revenir devant Yosef, et il va être prêt à se battre avec lui pour libérer Binyamin. Alors c'est vrai qu'il s'est porté garant, mais il y a ce porté garant, il aurait pu se dédouaner en disant: écoute papa, je sais pas ce qui s'est passé, mais à la fin Binyamin, il a volé la coupe du roi, et dans ce cas-là, je peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, c'est lui qui a volé. C'est pas ce que fait Yehuda. Yehuda se porte garant jusqu'au bout et il est prêt à se battre. Et la troisième question, pourquoi? Comment se fait-il? Où il a appris cette notion de fraternité mutuelle au point de pouvoir se battre, au point de pouvoir mourir pour sauver son frère? Alors, une réponse à ces trois questions, et après on fait le lien bien évidemment avec la conjoncture actuelle, puisque c'est la conjoncture, c'est pour ça qu'on est venu ici, et vous l'avez bien compris. Quelqu'un qui m'a... Voilà. En une minute, Alors, la réponse. Qui est-ce qui lui a appris cette notion de fraternité? Ses enfants, et c'est Tamar. Tamar d'abord la première, et ses enfants. Hazak Vehemaz. Ou, dans la paracha de la semaine dernière, Hazak Rabbi Yitzhak, dans la paracha de la semaine dernière, Tamar, rappelez-vous, à la fin, on n'en a pas parlé la semaine dernière parce qu'on a parlé des rêves, mais la Torah nous raconte dans la paracha de Vayeshev que Yehuda, une fois justement qu'il a été excommunié par ses frères, Vayered Yehuda Me'echav, eh bien il est parti et il a trouvé un ami. Vayet El Ish Adulami, quelqu'un qui s'appelle Ish Adulami, qui devient un copain de Yehuda, le premier copain de l'histoire de la Bible. Il n'y avait jamais eu de copain dans la Bible. Il y a la famille, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a la femme, etc. Il n'y a jamais eu de copain. Yehuda, qui a été excommunié, il trouve ce copain. Ce copain ne le juge jamais. C'est un vrai copain. Parce qu'un copain, quand on aime, on ne juge pas. On est tout le temps... Il connaît toute son histoire, le copain. Il connaît toute son histoire, il lui a tout raconté, et il lui a dit: t'inquiète pas, viens, ça va aller. Il a accueilli chez lui, etc., puisque Yehuda est excommunié, il n'a plus de chez lui. C'est devenu un vagabond. C'est devenu comme un clochard. Comme moi, Yehuda, il était marié, il avait des enfants. Alors, il s'est marié avec une femme de Canaan, grâce à cet ami, mais après, Des enfants. il a eu 3 enfants. Le premier, c'était Er, le deuxième, Onan, et le troisième, Sheila. c'est la fin de l'autre paragraphe. C'est la fin de la paracha de la semaine dernière. Mais Er et Onan ont été tués par Dieu parce qu'ils faisaient du mal, peu importe. Er et Onan, voilà. Et donc, il s'est fait... Ah, Hazak Vehemaz. Amen. La réponse, vous dites, c'est lié à ses enfants. Alors, c'est lié d'abord... La question, c'était à quel moment Bidiouk. de sa quarantaine, Alors, on y arrive. on le retrouve de devant de la scène avec ses frères. Bidiouk. Le rapport avec ses enfants. Il y a fait. Pas lui approchera. Alors justement, on va boucler la boucle, mais d'abord, pour qu'on comprenne, d'abord il faut donc qu'on revienne à cette paracha et en fait, on va d'abord répondre à la deuxième question et après on répondra à la première. On aurait dû peut-être inverser les questions. D'où il a appris cette notion de fraternité mutuelle? Il l'a appris de Tamar.
Qui était Tamar? Tamar, c'était la femme de Onan. Donc, elle s'est mariée au début avec Er, et Er est mort, parce que, pour certaines raisons, et après que le premier fils donc de Yehuda décède, eh bien, c'est le deuxième fils de Yehuda qui s'appelle Onan, qui va accomplir la mitzvah du Yiboum, c'est-à-dire qu'il va se marier avec sa belle-sœur, une fois que son frère est mort, pour que, de cette belle-sœur, en fait, pour que cette belle-sœur puisse perpétuer le souvenir de son défunt frère. Le plus important, c'est la descendance. C'est la descendance. Mais, malheureusement, lui aussi, le deuxième, il meurt. Alors, quand Yehuda, il voit ça, il se dit, attends, celle-là, hein, c'est ce qu'on appelle dans la halakha, peut-être katlanite, ça fait 2 fois. Il lui a donné 2 de ses enfants, il y a 2 de ses enfants qui sont partis, il se dit, c'est à cause d'elle. C'est elle la coupable. Et donc, il lui dit, il avait un 3e enfant, donc elle attend le 3e enfant, et lui, il lui dit, oui, quand il grandira, mon fils Sheila, je le donnerai comme 3e enfant, pour l'instant, il n'est pas grand. Mais voilà que Sheila grandit, et Yehuda refuse de lui donner à Tamar, à cette jeune femme qui s'appelle Tamar, il refuse de lui donner son 3e fils. Parce qu'il se dit, si jamais il lui donne son 3e fils, elle va aussi le tuer. Et elle se dit, oui, mais lui, il s'est engagé vis-à-vis de moi de me donner son 3e fils. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de se déguiser en courtisane, et elle va se tenir sur le bas-côté de la route. Elle va recevoir une information comme quoi Yehuda est parti à un certain endroit. Elle va aller là-bas très très vite. Elle va retirer ses vêtements de veuve, et elle va revêtir des vêtements d'une courtisane, alors dans le texte, il n'y a pas écrit que elle était cachée, et c'est Yehuda qui s'est dit, alors sa femme, la femme de Yehuda aussi est partie, et c'est Yehuda vayarchevea kezona. C'est Yehuda qui se dit, ça c'est une courtisane, et donc il se dit, il va aller avec elle. Et alors il se présente à elle, elle lui dit, oui, mais cher monsieur, qu'est-ce que vous me donnerez en échange? Alors il lui dit, je vais te donner une brebis. C'était ça à l'époque le paiement pour ce genre de choses. Des animaux. Ce qu'on appelle etnan zona. Etnan zona. À la fin, elle lui dit, non, mais attendez, vous me promettez de me donner un animal pour me payer, mais moi je veux un gage. Je veux que vous me donniez un gage qui me garantit, une garantie comme quoi vous n'allez pas partir à la fin et vous n'allez pas me payer. Alors il lui dit, et là il fait une erreur, Yehuda, il lui dit, alors quel gage pourrais-je vous donner? Il lui laisse choisir. Elle lui dit, je voudrais, regardez où est-ce qu'il est tombé. Ça veut dire qu'il était vraiment en dépression totale. Il valait plus rien. Il est prêt à lui donner son seau. Son seau, c'est comme si aujourd'hui on vous dit, vous êtes prêt à me donner votre carte d'identité ou votre portable, votre carte de crédit, la carte d'identité, la carte de crédit, votre portable. Mais on sait tout sur vous. Il n'y a plus aucun secret. Eh ben lui, il est arrivé à il est descendu tellement bas qu'il est prêt à lui donner son seau. Donc ça, en fait, c'est sa marque, c'est son modèle déposé, c'est sa carte d'identité, plus son bâton, et plus le petit, c'est son manteau. Donc il lui donne son manteau, ça veut dire que par le manteau, on peut facilement reconnaître. Et il lui dit, voilà, je te donne ça, en échange, quand je te ramènerai c'est parce que c'est un gage, quand je te ramènerai l'animal de mon bétail, tu me rends mon seau, mon manteau et mon bâton, et moi je te donne l'animal. Elle lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle va avec lui, durant ce même rendez-vous, elle tombe enceinte de deux enfants. 3 mois après. Voilà, 3 mois après, elle tombe enceinte donc de jumeaux. De jumeaux, elle ne le savait pas. Ça nous rappelle. Alors, justement, ils vont s'appeler Zerach et Peretz. Ça nous rappelle tout à fait l'histoire entre Yaakov et Esav, qui étaient 2 jumeaux dans le ventre de leur mère. Mais là, vous allez voir ils vont faire la réparation de Yaakov et de Esav. Pas comme Yaakov et Esav. Et donc, elle va avec lui,
elle récupère donc, elle prend en gage, elle les cache quelque part pour que Yehuda ne sache pas où sont ses gages. Ils terminent ce qu'ils avaient à faire, et voilà que de nouveau, donc Yehuda rentre chez lui, et il dit à son ami, il envoie son ami, donc Isha Adulami, voilà, va amener, comme prévu, la brebis que je m'étais engagé à donner à cette femme, et récupère bien sûr mon seau, mon bâton et mon manteau. En expliquant, il la trouvera. L'autre, il va là-bas, il dit, mais il n'y a jamais rien eu, j'ai rien vu. Maintenant, c'est un ami, il est très très fidèle à Yehuda, ce Isha Adulami, mais rien à faire. Il dit, je n'ai pas trouvé cette courtisane sur le bas chemin, et personne ne l'a vue. Moi, je n'ai pas trouvé, et il n'y a aucun témoin. Alors maintenant, imaginez-vous Yehuda, qui a laissé sa carte d'identité, son portable et sa carte bleue à une femme qu'il ne connaît même pas, pour vous dire à quel point, où est-ce qu'il est tombé. Il est dans la dépression la plus totale. Et voilà que Tamar donc rentre chez elle, Yehuda revient d'où il était, et 3 mois plus tard, on apprend que Tamar est enceinte. Alors tout de suite Yehuda, dans le feu de l'action, parce que Yehuda c'est un rapide, il dit comment? Elle est enceinte? Allez, Hotsiou avec Isaref. Allez, elle est bonne à la potence, on la brûle. Parce qu'elle était en attente de faire le yiboum avec l'un de ses 3 enfants. Elle a trompé son futur, alors que c'est faux. C'est pas sympa. Hein. Mais regardez Yehuda. Il savait qu'il voulait pas lui donner. Chazak, il savait qu'il voulait pas lui donner. Mais regardez. Exact. Et il lui donne quand même. Et la sentence de mort. Il y a des choses quand même des fois. Mais regardez ce que fait Yehuda. Parce que c'est ça qu'il faut se rappeler. Elle dit, il n'y a pas de problème. Regardez la force de Tamar. Regardez pourquoi le Mashiach descend de Yehuda et de Tamar. Tamar dit, il n'y a aucun problème. Elle ne fait pas d'histoire. Elle envoie juste à la personne qui est venue la chercher pour la brûler sur le comment on appelle ça? Sur le bûcher. Elle dit, voilà, il n'y a pas de problème, juste que je veux que Yehuda sache que je suis enceinte de la personne qui m'a donné ces 3 choses. Son seau, son manteau et sa canne. Elle est exceptionnelle. Et là, quand Yehuda, il voit ça, il aurait pu décider de quoi? De camoufler l'affaire et de dire, allez hop, on la tue et terminé, personne ne sera au courant. Mais là, mais oui, mais non, exactement. Mais parce que si tout le monde, Chazak, il a raison, Rabbi Yitzhak, si tout le monde apprend que Yehuda, il est parti avec une femme comme ça, mais c'est un scandale. Vélonier Lavouz, d'ailleurs, il le dit à son copain Aïcha Adulami. Bidiouk, il aurait très bien pu la tuer quand même. Mais qu'est-ce que Yehuda décide de faire? Il dit Tzadka Mimeni, c'est elle qui a raison, c'est moi qui ai fauté. Les gens qui comprennent. C'est moi qui ai fauté. Et il dit c'est elle qui a raison. Tout le monde dit comment? Ben alors elle est enceinte de toi, Yehuda. C'est une honte, mais il répare. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe derrière cette histoire? Et c'est là qu'on va répondre en fait à tout. Qui est-ce qui lui a appris cette notion de fraternité mutuelle? C'est Tamar. Elle lui dit, regarde, toi tu as cru, quand tu as été excommunié par tes frères t'ont rejeté, tu es tombé très très bas, tu étais vraiment en marge de la société. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es dit, bon ben c'est pas grave, il va aller se marier avec quelqu'un et il va recréer une famille. Il n'a pas besoin de ses frères, il n'a pas besoin de sa famille, tout ira bien. Il s'est marié avec une première femme, sa femme est décédée. Il a eu un premier enfant, d'abord cette femme a mis 3 enfants au monde, le premier décède, le deuxième décède, sa femme décède, il comprend toujours pas, hein, chez Mishmor, lo alenu velo alechem, mais il comprend pas qu'en réalité, il y a ici un message de Dieu. Le message de Dieu, c'est qu'il doit essayer de rechercher la fraternité mutuelle avec ses frères. Il s'est enfui de ses frères parce c'est lui qui est le responsable de la disparition de Yosef,
c'est lui qui a dit, on jette Yosef dans le puits. Il aurait dû dire autre chose, parce que les frères, ils attendaient. C'est d'ailleurs ce que les frères lui ont dit. Ils lui ont dit, c'est toi le grand, c'est toi le leader de la famille. Tu nous aurais dit, on le jette pas dans le puits, on lui casse la figure. Mais c'est lequel qui n'a pas voulu justement qu'on le jette dans le puits, qu'on le tue, non, et qu'on le mette dans le puits? C'est lequel qui a proposé? Je me souviens plus. il y a eu Réhouven, mais non, mais c'était Réhouven, Bidiou. Voilà, et qui est parti, qui n'a pas vu qu'en fait ils l'ont récupéré. Ils l'ont récupéré entre-temps, Bidiou. Mais Yehuda, il a fait une erreur, et donc il aurait dû, et c'est pour ça que les frères l'ont excommunié. Mais suite à l'épisode avec Tamar, il comprend en réalité qu'il a fait une erreur. Parce que Tamar, au moment où Tamar lui dit, celui à qui appartient ce seau, cette canne et ce manteau, c'est de lui que je suis enceinte. Alors là, il dit, en fait, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend, Tamar, elle aurait pu se taire, elle était prête à mourir. Elle cherche pas en réalité ce qu'elle vient lui apprendre à Yehuda. Oui, c'est vrai, elle le dit au grand jour, parce que justement on va la tuer, on veut la brûler. Parce qu'on veut la brûler, mais elle n'aurait peut-être pas dit s'il n'avait pas... Oui, mais d'un autre côté, elle jette la balle dans le camp de Yehuda. Ça veut dire que Yehuda peut décider de la tuer, et en fait, elle est prête à se laisser tuer. Pourquoi? Parce qu'elle lui dit, moi je cherche pas la justice. Je cherche pas à savoir qui est-ce qui a raison. Est-ce que c'est toi qui as raison ou c'est moi qui a raison? Moi je cherche à rester dans ta famille. Moi je veux rester dans la famille de Yaakov. Ce qui compte, c'est le fait qu'elle soit enceinte, parce que toi tu m'as promis, exactement Michel, toi tu m'as promis de me donner une descendance, et tu as transgressé ta promesse. Donc moi, j'ai été obligé de te faire un bébé dans le dos, entre guillemets, et j'ai été obligé d'aller jusqu'au bout. Maintenant, tu veux me tuer, il n'y a pas de problème. Hachem, il veut pas. Mais bien sûr qu'Hachem ne veut pas. Bien sûr qu'il ne veut pas. Mais c'est un message d'Hachem, mais elle a réussi à le réveiller. C'est un électrochoc pour Yehuda. Elle a réussi à lui faire prendre conscience que en fait, ce qu'elle désire, c'est juste rester au sein de la famille, et qu'elle veut mettre au monde des enfants. Elle a mis face à lui-même. Elle a mis face à lui-même. Et là, Yehuda, il dit, je peux pas. Je peux pas. D'un seul coup, il comprend. Il réalise l'erreur qu'il a fait avec ses frères. En fait, c'était de sa faute. C'est à cause de lui, ça l'a réveillé. Et il se dit, mais je dois aller demander pardon à mes frères. Je dois faire capara sur ce que j'ai fait, en jetant Yosef dans le puits. Et c'est à cause de moi que tout est arrivé. Donc, premièrement, Yehuda comprend tout de suite qu'il a fait une erreur, et que ses frères ont eu raison de le mettre en quarantaine. Et tout ça, il a appris grâce à qui? Grâce à Tamar. Et Tamar, et également grâce à ses enfants qui vont naître, comme a dit Yitzhak. Les enfants de Tamar. Les enfants de Tamar qui viennent de Yehuda, qui sont les enfants de Yehuda. Pourquoi? Parce que quand le premier va sortir, eh bien, ça va être Zerach. Il va sortir sa main, et la sage-femme, comme elle voit une main sortir, elle dit, ah, c'est lui qui est l'aîné. Donc, elle lui met le petit fil rouge qu'on distribue là au kotel, et l'enfant, de façon très bizarre, il rentre sa main de nouveau dans le ventre de la mère, et c'est le deuxième gosse qui va sortir le premier. Donc, qui est l'aîné? On s'en fiche. Ça nous rappelle exactement l'histoire de Esav et Yaakov. C'est Esav qui est sorti le premier, mais c'est Yaakov qui a acheté le droit d'aînesse de Esav. Mais là, regardez la réparation de la querelle qu'il y avait entre Yaakov et Esav. Zerach sort sa main, c'est lui le premier qui a sorti sa main. On lui met un fil rouge, il fait rentrer de nouveau sa main, et il laisse la place à son frère, à Peretz, il lui donne la place d'aîné, il le laisse sortir le premier. Donc en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui est vraiment sorti le premier, il se retire et il laisse la place au deuxième pour que le deuxième sorte le premier. Eh bien, ils ont réparé la faute de toute la marloquette, je suis fatigué, j'oublie le français, la polémique, voilà, toute la polémique qu'il y avait entre Yaakov et Esav au moment de leur naissance, eh bien les enfants de Yehuda et de Tamar vont réparer en une fraction de seconde.
Et donc, Yehuda va comprendre qu'en réalité, il va comprendre, grâce à ses enfants, comme a dit Yitzhak, que la fraternité entre les frères, c'est tellement important qu'on s'en fiche. Qui est-ce qui a raison? C'est toi qui as raison, c'est moi qui ai raison. Il faut prendre ses responsabilités. C'est tellement important, la famille. La famille, c'est quelque chose... Il a fait passer ce message à travers ses deux enfants. À travers ses deux enfants et à travers Tamar. Il fallait le comprendre, il fallait le capter. Et aussi à travers Tamar. Et maintenant, c'est pour cela que Yehuda va retourner... Son frère pour sauver Benjamin. Oh, mais bravo. Alors on revient là. Maintenant, Yehuda revient voir ses frères et il leur dit, excusez-moi, vous avez raison, j'ai fait une très grave erreur. J'aurais dû prendre le leadership et j'aurais dû m'imposer en disant, on ne jette pas Yosef dans le puits. Et si tout le monde l'a fait, c'est à cause de moi. Et je vous demande pardon. Et donc ses frères l'excusent. Et c'est pour cela que Yehuda va réintégrer la famille. Et ils vont partir tous ensemble. Donc dans la paracha de cette semaine, ils vont tous descendre ensemble en Égypte pour aller chercher à manger. Donc la Torah ne nous l'a pas dit, mais en réalité Yehuda, pour la première fois, il comprend que la famille c'est important, il va se réconcilier avec tous ses frères, et quand il va revenir d'Égypte pour récupérer Binyamin et le faire descendre en Égypte, eh bien, et pour libérer Shimon qui a été prisonnier en Égypte par Yosef, là, qu'est-ce qu'il va dire? Anochi et Arvenu miyadi tevakshenu. Il va se porter garant et il va dire à son père, papa, c'est moi qui me porte garant, je te jure que je te ramènerai Binyamin. D'où il a appris? Du Héravon, de Tamar. Tamar aussi, de la même façon que Tamar, elle lui a demandé un gage, il lui a dit, Maha Héravon asher titeli, c'est le même mot. Maha Héravon. Donc Tamar dit à Yehuda, quel est le gage que tu vas me donner comme garantie, comme quoi tu vas me payer, parce que c'est pas, tu fais ce que tu veux, à la fin tu pars sans payer. Faut passer à la caisse. Donc, quel est le gage? Quel est le gage? Maha eravon asher titeli. Eh bien, Yehuda, il a pris conscience, grâce à Tamar, de la fraternité mutuelle, et donc il va être prêt à se porter garant face à son père Yaakov. Il va lui dire, je me porte garant, c'est moi le gage. Il n'y a rien d'autre, c'est moi qui suis le gage, c'est ma personne qui est garante de te ramener Binyamin. Et donc c'est grâce à Tamar, mais grâce également à ses enfants, à ses deux enfants. Donc il s'est réconcilié. Pour savoir les 11 frères qui... Oh, et alors maintenant, pourquoi Yehuda est-il prêt à se battre pour libérer Binyamin? Donc Yehuda revient avec tous les frères, et à la fin, comme on l'a dit, Yosef va cacher une coupe de vin dans le sac de Binyamin. Ils vont repartir avec la nourriture, les provisions vers Israël, et à la fin, il va y avoir un envoyé de Yosef qui va leur courir après, et qui va leur dire, il y a quelqu'un qui a volé la coupe de mon maître. On cherche on les fouille, et on trouve la coupe dans le sac de Binyamin, B'amtachat Binyamin. Qu'est-ce que fait Yehuda? Yehuda revient devant Yosef et il lui dit, écoute, on s'en fiche, qui est coupable? Regardez, ça me donne la chair de poule, parce qu'il a tellement bien compris le message que Dieu lui a transmis par l'intermédiaire de Tamar et de ses enfants, qui reproduit la même chose. Il dit, peu importe qui est coupable, moi je me suis porté garant de ramener mon frère Binyamin à mon père. Mon père ne pourra pas. Parce que si mon père, il entend que Binyamin n'est pas revenu, alors là, c'est terminé, c'est la fin. Il risque, Veyarda, Nafsho et Sheola. Il risque de mourir. Mais il ne sait toujours pas que c'est son frère, Joseph? Non, il ne sait toujours pas. Mais il lui dit, moi je suis prêt à mourir pour lui. Ça veut dire, peu importe. Alors Yosef lui dit, non, mais c'est lui le coupable. Il lui dit, mais je m'en fiche. Je ne veux pas savoir qui est le coupable. Regardez la force de Yehuda. C'est pour ça que le Mashiach il descend de lui. Il lui dit, pour moi, peu importe qui est le coupable. Exactement comme Tamar lui a transmis, c'est pas grave, c'est toi le coupable, c'est moi le coupable. Maintenant je suis enceinte, c'est ça l'essentiel. L'essentiel,
je cherche pas de coupable. On n'est pas au tribunal. Moi, ce que je voulais, c'était rester dans la famille. Eh ben, Yehuda reproduit exactement la même chose avec Yosef. Il lui dit, on se fiche de savoir qui est le coupable. Moi, la seule chose que je dois respecter, c'est de ramener mon frère Binyamin à mon père Yaakov, et je suis tellement prêt à être fraternel et à respecter ma parole que c'est moi qui rentre en prison, et si jamais tu veux pas, ça va aller mal parce que je risque de te faire du mal. Moi, je suis obligé de respecter ma parole. Yosef a compris du coup que s'il agit de cette façon, c'est lui le responsable de tout. Vous pensez que ça ou non? Alors, d'abord, il a, on le sait pas. Exact. Il a compris. Excellente question. Yosef a compris que c'est Yehuda apparemment qui était responsable. Vous pensez donc? C'est possible. Mais surtout, pourquoi Yosef a manigancé tout ça? Parce qu'il voulait pousser les frères à revenir les uns vers les autres, à devenir fraternels les uns vis-à-vis des autres. Et à les faire vivre aussi une telle difficulté, les retrouver devant une telle épreuve. Exactement. Parce que c'est aussi, quelque part, pas une vengeance, mais il veut quand même leur faire comprendre qu'ils ont fait une erreur. Qu'ils ont fait une grave erreur. Donc pour ça, il les accule au mur. Enfin, et d'ailleurs, les frères disent, vous savez pourquoi il nous arrive tout ça? Parce qu'on a jeté notre frère dans le puits. Donc ils reconnaissent, ils font teshuva, ils se repentissent de leurs mauvaises actions. Tout ça grâce à qui? Tout ça grâce à Yosef. Pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous dis tout ça, Rabotai? Eh bien parce que il est 8h10, ça y est, on a fini. On a fini, c'est la saison 2. Il a écrit la série. Depuis le 7 octobre, eh bien, Rabotai, on a vu des gens qui se sont portés garants les uns des autres. Ils ne connaissaient pas les habitants du sud du pays. Ils sont venus de Tel Aviv, ils sont venus de partout. Ils sont descendus dans le sud. Ils ont entendu que c'était la guerre et ils ont été prêts à se sacrifier pour sauver des vies. Il y a Menachem Kalmenzon qui nous a raconté son histoire. Ils sont rentrés à 100, ils ont sauvé 100 personnes. Ils ont sorti des gens avec l'ambulance, ils sont re-rentrés. Ils sont ressortis du kibbutz Be'eri, de tous les kibbutzim qu'il y avait là-bas à côté de Gaza. Et ils ont sauvé 100 personnes qui étaient en détresse jusqu'au moment où son frère est tombé, parce qu'il y avait un Mechabel, il y avait un terroriste à l'intérieur de la maison, ils l'ont pas vu, et il a troué de balles le frère de Menachem Kalmenzon. Mais regardez cette fraternité, regardez comment on peut être fier du peuple d'Israël, et on peut dire à Akadosh Baruch Hu, si jamais avant le 7 octobre, il y avait des bagarres, c'est vrai, il y avait des querelles, il y avait des malentendus entre nous, et on s'est peut-être déchirés les uns les autres, on a fait preuve de haine parfois, les uns vis-à-vis des autres, mais depuis le 7 octobre, on a réparé cette faute, exactement comme Yehuda qui répare la faute avec ses frères, exactement comme Yosef qui pousse ses frères à devenir plus fraternels les uns des autres et à se rapprocher les uns des autres, à comprendre que la famille, eh bien, on cherche pas au sein de la famille qui est le coupable. Exactement ce que Tamar nous enseigne. Il n'y a pas besoin de coupable. L'essentiel, c'est qu'on reste tous ensemble. L'essentiel, c'est qu'on soit unis. Eh bien, au niveau national, c'est exactement ce message. Peu importe qui est le coupable, on n'est pas là pour essayer de dire, ah oui, on vous avait dit qu'il fallait pas quitter le nord de la bande de Gaza, Gush Katif. Vous êtes sortis, et maintenant vous vous plaignez. On ne sait pas ce qu'on veut dire, attention. Sans me brûler la langue. Non, c'est pas ce qu'on veut dire justement. On veut pas dire, mais on vous l'avait dit, il y a 20 ans, et on l'avait dit. Hein. En fait, les gens pensaient qu'il y a une chose, c'est s'entraider. C'est bidiouk. Personne ne s'est posé ces questions. On a compris qu'il fallait aller sauver le peuple, il fallait sauver l'État d'Israël, et on n'est pas rentré dans des problèmes de politique ni quoi que ce soit. Et en réalité, on a réparé justement la haine qu'il y avait au sein du peuple pendant ces 2 dernières années pour X et Y raisons. Et ben, Hachem, l'essentiel, c'est le peuple, même si des fois, dans la presse, on a l'impression que la presse nous trace un topo. Les médias, ils tracent une image très très noire
des relations qu'il y a entre les non-religieux, entre les orthodoxes, entre les sionistes religieux. Certains qui essayent, malheureusement. Il y en a bidiouk. Certains essayent, mais beaucoup de gens. Voilà, aujourd'hui j'étais dans une mairie et le responsable de la mairie m'a dit, vous savez, moi j'ai été lui il a été dialysé d'un rein, et de qui il a reçu ce rein? D'un orthodoxe qui lui a fait don de son rein. Et comme d'ailleurs mon cousin, Des cas comme ça, des soldats qui ont donné un arabe, c'était un truc. bidiouk, Ces organes. une fraternité mutuelle sans précédent. Et d'ailleurs c'est le moment de rappeler également mon cousin Hachem Ikom Damo, Eliav Abitbol, qui a fait le don d'un rein et il est tombé au final au Liban il y a 1 mois. Donc regardez cette entraide, regardez, c'est ça qu'on doit dire à Kadosh Baruch Hu. On mérite que le Mashiach vienne, on mérite, et c'est d'ailleurs de Yehuda descend le Mashiach ben David, et de Yosef descend le Mashiach ben Yosef. David, il vient de la tribu de Yehuda. Et le Mashiach ben David, eh bien, il se porte garant du Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, comme Yosef, c'est celui qui crée toutes les relations avec les autres nations. Les relations d'Israël avec les autres nations, comme le fait aujourd'hui notre gouvernement, l'État d'Israël. Mais c'est pas la fin. Nous, ce qu'on attend, c'est la royauté de David. La royauté de David, et pour pour être un roi, vous imaginez, c'est Bibi Netanyahou multiplié par 100. Déjà comme ça, dans tout le monde entier, aux États-Unis, il appelle de king, etc. Parce que c'est vrai, en 48 heures, il a reconquis le côté le Golan syrien, etc. Le plateau du Golan du côté de la Syrie. Ils ont fait tout très très vite. C'est bravo. C'est la preuve comme quoi Kadosh Baruch Hu nous a pardonné. Autrement, on n'aurait pas. Bravo Michel. Bravo Michel, kol hakavod. On a été pardonné. Comme on est en train de gagner cette guerre, mais c'était tellement mal parti. Moi, c'est vraiment ça y est. Bravo, Bezat Hashem. À quel moment Yaakov il va apprendre que ses fils ont fait ça et Joseph? La semaine prochaine. Laissez-nous quelque chose pour la semaine prochaine. Hazak. C'est Netflix. Bravo, Toda Rabba. Shabbat Shalom Ubrach et d'excellentes nouvelles. All tout. Toda.